Merci de cette invitation donc pour cet exposé introductif sur l'exposition par voie alimentaire à la chlordécone. Et je vais donc présenter des résultats récents, ceux de l'étude Canary, plus précisément du volet exposition par voie alimentaire de cette étude. Vous verrez demain d'autres résultats de cette étude présentés par Santé publique France sur les imprégnations, les dosages internes. Et donc c'est une étude qui a été organisée en collaboration assez étroite entre les différents partenaires, ARS, Observatoire de la santé Guadeloupe et Martinique, Santé publique France et ANSES. Donc la présentation est structurée en 4 parties. Donc d'abord quelques mots sur le contexte et les objectifs, quelques mots quand même sur la méthodologie et la définition de qu'est-ce qu'on entend par exposition, et puis des résultats sur les concentrations dans les aliments, sur les facteurs qui expliquent l'exposition par voie alimentaire, c'est-à-dire les habitudes alimentaires. L'exposition, c'est la dose de chlordécone ingérée, consommée quotidiennement. Et donc, ça fera l'objet de la dernière présentation. Alors, l'objectif de ce volet de l'étude Canary, donc, c'était d'évaluer les niveaux de contamination des aliments en chlordécone en Guadeloupe et Martinique, donc rassembler le plus grand ensemble de données disponibles. Puis, dans un second temps, de caractériser les habitudes alimentaires et les modes d'approvisionnement des populations martiniquaises et guadeloupéennes, pour enfin, grâce à ces deux types d'informations, contamination d'un côté, habitudes alimentaires de l'autre, estimer des expositions par voie alimentaire et donc évaluer le risque d'exposition excessive par voie alimentaire. Donc ce travail n'est pas isolé, hein, il se situe dans une perspective longue puisque dès le début des années 2000, il y a eu des études de consommation alimentaire Escale et Calbas qui avaient été menées par Santé publique France, et on avait pu faire des premières estimation de l'exposition par voie alimentaire, notamment via des enquêtes sur la contamination des aliments, des enquêtes réseau qui avaient été menées en Guadeloupe et en Martinique. Donc il y a eu deux évaluations de l'exposition déjà, une en 2005, un peu en urgence, avec toutes les données qui existaient à l'époque, mais il n'y en avait pas beaucoup. Puis une actualisation en 2007 qui avait été plus complète, puisqu'on avait des données représentatives de contamination des enquêtes réseau. Un avis qui constatait qu'il y avait des expositions qui étaient encore excessives dans une partie de la population, et donc qui recommandait de réduire les expositions. Et donc aujourd'hui, donc une nouvelle actualisation des expositions par l'étude Canary. Alors cette étude se base sur un grand nombre de données. Bon, pour estimer des consommations, il faut savoir à quelle fréquence les aliments sont consommés. Il faut savoir quelles sont les tailles de portions. À partir de ces deux informations, on obtient des quantités consommées en grammes par jour. Puis par des questionnaires d'approvisionnement, c'est ça la grosse originalité de cette étude, d'estimer la proportion des circuits d'approvisionnement, que ce soit les grandes surfaces, que ce soit les petits commerces, les marchés, et tout ce qui est plus informel, les productions par les consommateurs, ce qu'on appelle l'autoconsommation, le don, qui a un rôle social très important aux Antilles. Et donc, cette nouvelle donnée permet de calculer, donc, cette fois-ci, des consommations, non pas en moyenne, mais pour chaque circuit, zone géographique de consommation. Ensuite, dans une dernière étape, donc on rassemble des données de contamination. Alors ces données sont divisées par île, par circuit de consommation, par mode d'approvisionnement, par zone. Donc on a distingué des zones contaminées et des zones non contaminées. On a à peu près 2/3 de zones non contaminées, 1/3 de zones contaminées par la définition qu'on a prise. Et par denrée. Et ensuite, donc on multiplie ces données de contamination par les données de consommation et de mode d'approvisionnement, pour obtenir une exposition qui est exprimée en kilos de poids corporel et par jour. Donc l'exposition, c'est différent de la contamination des aliments. Les contaminations des aliments, tout à l'heure, on en parlera par rapport à la question des plans de surveillance plat de contrôle, c'est différent de l'exposition. L'exposition, c'est au niveau de l'individu, c'est la dose ingérée quotidiennement rapportée au poids corporel.
Donc, ce qui fait d'ailleurs que pour toutes les substances chimiques, les enfants sont en général plus exposés que les adultes, puisqu'ils ont des poids corporels plus faibles par rapport au bol alimentaire. Alors, les données de contamination qu'on a utilisées, on a en fait essayé de rassembler toutes les données qui existaient, donc les plans de surveillance, plans de contrôle des administrations sur la période 2009-2015, et puis les études, les travaux de la recherche, notamment de l'IFREMER, de l'Université Antilles, et puis on a complété par des données ANSES, ce qui nous a permis d'avoir au total plus de 10 000 données de contamination des aliments, donc c'est vraiment une étude de très grosse ampleur, la plus grosse au niveau national en fait, tout type de substances chimiques confondues. Et plus de 3000 de données pour l'eau, avec des données sur les denrées végétales, sur les denrées animales terrestres, donc plusieurs milliers à chaque fois, sur les produits de la pêche et sur les eaux de consommation, avec pour, quand c'était possible, une distinction par île, par zone de contamination et par circuit d'approvisionnement. Donc, quels sont les résultats de cette première étape, donc les contaminations des aliments? Alors, je ne vais pas tout détailler les 10 000 données, évidemment, mais en résumé, ce qu'on observe, et ça, c'est des éléments assez nouveaux par rapport aux études antérieures. Pour les denrées animales terrestres, on a des niveaux de contamination qui sont assez différentes entre les circuits commerciaux contrôlés, donc les grandes surfaces, les marchés, les épiceries, où on est de l'ordre du microgramme par kilo en ordre de grandeur. C'est vrai pour les œufs, c'est vrai pour les viandes, c'est vrai pour les volailles. En revanche, en autoproduction en zone contaminée, on est à des niveaux vraiment d'une autre échelle. Même si des fois on n'a pas beaucoup de données où il y a une grosse variabilité, par exemple sur les œufs, on a une moyenne à 1000, mais on a une médiane à 30. Pourquoi? Parce que finalement sur une trentaine d'œufs, on en aura à peu près 20% qui vont être à 1 mg, 5 mg, 10 mg. Donc vraiment à des niveaux très élevés. Pour les viandes hors volaille ou les volailles, on a aussi cette grosse différence avec des niveaux de contamination en autoproduction en zone contaminée beaucoup plus élevés qu'en circuits commerciaux contrôlés. Pour les produits végétaux, en revanche, on a moins cet écart entre les légumes racines qui soient en circuits commerciaux ou en zone d'autoproduction, en zone contaminée. Finalement, on est à peu près dans le même ordre de grandeur, et ça, c'est un élément nouveau. Et je pense qu'on peut l'attribuer en fait en grande partie à l'efficacité de la mobilisation qu'il y a eu, au fait qu'il y a eu beaucoup de communication sur les légumes racines, et il y a eu des grands programmes, en fait, les programmes jardins familiaux qui ont été mis en œuvre et qui ont permis, dans beaucoup de cas, de maîtriser la contamination des légumes racines. Même si ces programmes n'ont pas peut-être eu le niveau de diffusion qu'on pourrait souhaiter aujourd'hui, puisque tous les jardins familiaux n'ont pas bénéficié de ces programmes. Ce qu'on voit aussi sur les produits de la mer, c'est la situation est un petit peu différente. Sur les produits marins, on a une très grande diversité par espèce pour les poissons et par zone. Donc là, je ne vais pas détailler tous ces éléments-là. Mais on le voit au niveau des modes d'approvisionnement dans les magasins et les grands marchés, donc le marché de Pointe-à-Pitre, le marché de Fort-de-France ou le marché de Basse-Terre, on est à des niveaux du l'ordre du microgramme kilo. En revanche, on est plutôt dans les 10 microgrammes kilo dans les modes d'approvisionnement bord de route et petits marchés. Donc là aussi, il y a un écart, mais qui est quand même un peu moins important que ce qu'on a vu sur les denrées animales terrestres. Sur les crustacés marins, on est dans des zones plutôt de 30 à 100 microgrammes par kilo sur les deux types de voies d'approvisionnement. Et puis sur les poissons d'eau douce et crustacés d'eau douce, alors surtout les crustacés d'eau douce, parce que les poissons d'eau douce en fait sont très peu consommés, on va le voir. Mais les crustacés d'eau douce qui sont aussi rarement consommés ont également des niveaux de contamination très différents selon les modes d'approvisionnement. Alors les habitudes de consommation en Guadeloupe et en Martinique sont vraiment c'est très frappant, sont marquées par une consommation très élevée de fruits et légumes, une consommation moins élevée mais quand même assez importante de produits de la mer. On est plutôt dans des fréquences de consommation de poissons et produits de la mer à 2-3 fois par semaine, alors qu'en métropole, on est à 1 fois par semaine. Donc on est vraiment à des niveaux de consommation élevés. Donc on est un peu sur un régime qu'on appelle méditerranéen finalement. On a, d'un point de vue nutritionnel, on est vraiment sur un régime alimentaire qui
a des bienfaits très clairs au niveau nutritionnel. En Martinique, on a quelque chose d'assez comparable. Donc, pour les modes d'approvisionnement, on a des approvisionnements qui sont en revanche un peu différents, puisque en Guadeloupe, on a beaucoup de dons et d'autoproduction, bon, même si on a aussi évidemment des grandes et moyennes surfaces et des approvisionnements par des circuits marchés, épiceries, alors qu'en Martinique, on a comme circuit majoritaire les grandes moyennes surfaces, mais aussi on a beaucoup de dons et d'autoproduction. C'est la première fois, je crois, qu'on fait une étude où on met en évidence ce rôle du don et des échanges d'aliments qui ont un rôle social au-delà du rôle alimentaire. Ces habitudes d'approvisionnement alors sont très variables en fait en fonction des denrées et en fonction des îles. Donc ça demande vraiment un examen assez fin. Par exemple, ici en Guadeloupe, on a majoritairement des denrées autoproduites ou pêchées en pêche amateur pour les coquillages, les crustacés, les fruits, les féculents. Et puis on a des achats en bord de route, surtout sur les poissons. En Martinique, on a donc, comme on l'a vu, un circuit majoritaire qui sont les grandes et moyennes surfaces pour quasiment toutes les denrées, hormis quelques-unes, notamment les racines et tubercules et les poissons. On a des achats en bord de route importants pour les poissons de mer, et puis on a des circuits courts autoproduction qui sont majoritaires pour les fruits et autres féculents. Enfin, on a des achats en marché pour les denrées végétales. Donc si maintenant on mixe l'ensemble de ces informations, consommation, mode d'approvisionnement, contamination des aliments, on obtient des données d'exposition qui sont exprimées en microgrammes de chlordécone par kilo de poids corporel et par jour. Alors vous voyez, on a distingué donc les deux îles et les zones contaminées, non contaminées terrestres. On a des niveaux moyens donc qui sont dans la deuxième colonne de l'ordre du 0,05 microgrammes par kilo de poids corporel et par jour. La valeur toxicologique de référence, donc qu'on souhaite ne pas dépasser, est aujourd'hui à 5. Donc en moyenne, on est à 1/10 de cette valeur. Mais ce qu'on observe, c'est une très grande variabilité entre les individus, puisque vous voyez que le P95 au 95e percentile, c'est-à-dire le niveau d'exposition atteint par les 5% des consommateurs les plus exposés, est plus de 3 fois supérieur, voire parfois même plutôt 4 fois supérieur à la moyenne, et donc on a en limite de significativité quelques personnes qui dépassent la valeur toxicologique de référence. Alors il y a deux estimations basses et élevées selon la façon de traiter les valeurs qui sont en dessous des limites de détection et de quantification, mais vous voyez qu'il n'y a pas trop quand même de différence entre les deux hypothèses. Voilà ces hypothèses. Chez les enfants, on a des niveaux d'exposition en moyenne qui sont à peu près équivalents. On a un peu plus d'incertitude parce que les effectifs, comme vous voyez dans la première colonne, sont plus faibles. Donc du coup, on a des intervalles de confiance assez larges. Et ce qui fait qu'on ne peut pas exclure qu'il y ait quand même en Guadeloupe, en zone contaminée, une proportion non négligeable d'enfants qui dépassent la valeur toxicologique de référence, puisqu'on arrive à 18%, entre 4 et 33%. Donc vous voyez que l'intervalle de confiance est quand même assez large. Alors, on l'a vu, donc il y a différents circuits d'approvisionnement qui contribuent à cette exposition. Quelles sont ces contributions ? Eh bien, en Guadeloupe comme en Martinique, on s'aperçoit que globalement, c'est le don, l'autoproduction et les bords de route qui font en gros de 60 à 70% de l'exposition en moyenne. Chez les plus exposés, on est bien plus élevé puisque on est plutôt dans les 80-95% de l'exposition qui viennent de ces circuits qui échappent finalement assez souvent, bon, à part les bords de route qui sont soumis à la réglementation, mais les dons d'autoproduction ne sont pas soumis à la réglementation et ne sont pas soumis au contrôle. C'est la même chose à peu près en Martinique. Quels sont les aliments qui contribuent majoritairement à cette exposition ? Eh bien, ce sont beaucoup d'aliments justement qui proviennent des jardins familiaux, qui proviennent de la pêche amateur ou qui proviennent donc des circuits informels. En particulier, c'est les œufs, mais bon, avec une assez forte incertitude, on l'a vu parce que
c'est lié à quelques œufs qui sont, une certaine proportion d'œufs qui sont vraiment très contaminés. C'est les poissons de mer, pour un peu toutes les catégories de population. Là, on a donné les enfants, les adultes en zone contaminée et zone non contaminée, donc vous voyez des proportions de contribution à l'exposition qui sont quand même assez importantes. Les crustacés d'eau douce, malgré leur faible niveau de consommation, continuent à exposer quand même assez fortement, parce que quand on en consomme un qui est à 1 à 10 mg kilo, ça fait quand même une grosse dose d'exposition. Les volailles sont également exposantes et les racines et tubercules le sont également, mais moins sans doute qu'auparavant. Donc en conclusion générale, ce qu'on observe, on a du fait que les expositions proviennent majoritairement de l'autoconsommation des dents et des bords de route, on a un effet de la résidence en zone de contamination qui est assez importante. Les personnes les plus exposées donc s'exposent majoritairement, très majoritairement même, par ces circuits par ces autoproductions et ces circuits informels. Sur les aliments contributeurs, donc on a beaucoup de contributions qui proviennent principalement, en fait, alors ça dépend des catégories de population, mais qui proviennent beaucoup des volailles, des œufs, des poissons, des crustacés d'eau douce. Et évidemment, ça dépend un petit peu des individus et des zones, mais le poids des œufs semble quand même assez important dans toutes les catégories. Donc en conclusion, c'est la première fois quand même qu'on fait une étude de cette ampleur-là, avec ce niveau de représentativité, avec autant de données au niveau national. On voit que elle apporte un plus en fait, ce type d'étude, puisque elle apporte non seulement des informations sur d'où vient l'exposition en termes d'aliments, mais aussi d'où vient l'exposition en termes de mode d'approvisionnement. Et évidemment, dans l'optique de notre session d'aujourd'hui, mais aussi finalement du colloque, de savoir comment on peut agir pour réduire les expositions, puisqu'il s'agit aujourd'hui donc de réduire les expositions. Vous avez vu qu'elles sont aujourd'hui encore trop élevées. Donc de connaître ces sources et ces voies d'exposition alimentaires, c'est vraiment fondamental. On voit qu'il y a des très grandes différences de contamination des aliments selon les lieux de prélèvement pour les denrées carnées. C'est moins le cas pour les légumes racines, qui sont manifestement mieux maîtrisés. Mais cette exposition des populations est principalement influencée par la zone d'habitation, les modes d'approvisionnement par autoconsommation, les dons et les bords de route. Et donc, par conséquent, donc, il faut vraiment faire attention et mettre des moyens peut-être encore plus importants sur cette question-là de l'autoconsommation. Faire attention aux bords de route en termes de contrôle, peut-être renforcer les contrôles sur les bords de route pour réduire les expositions. Et par ailleurs, donc je n'ai pas eu le temps de le développer, mais au cours de ces différentes études, l'ANSES avait développé des recommandations de consommation, de limiter notamment la consommation de poissons issus des circuits informels en zone contaminée à moins de 4 fois par semaine, de limiter la consommation des légumes racines en provenance des jardins familiaux en zone contaminée à 2 fois par semaine. On a testé pour voir si ces recommandations permettaient de réduire les expositions, et elles le font réellement. Donc c'est aussi important pour réduire les expositions que ces recommandations soient connues et soient appliquées, parce que ça permet réellement de réduire les expositions. Donc en conclusion, on est un peu dans un moment charnière finalement, où il y a beaucoup de choses qui ont été faites, les expositions ont vraiment été réduites, on le verra aussi demain, mais on est face à de nouveaux challenges, vers de nouveaux voies d'exposition, nouveaux types d'aliments à suivre pour aller encore plus loin dans la réduction des expositions. Merci de votre attention.